Je suis Ernest Blanchard-Dimi. Je pose la question pour le compte du journal Le Patriote. La première question est celle de savoir comment le collectif des partis de l'opposition congolaise considère-t-il la situation actuelle, notamment la situation dans laquelle se trouve le président Sassou après l'élection que nous avons suivie en mars dernier. D'autant plus que le collectif n'avait pas été partant pour cette présidentielle. Quel est, selon le collectif, donc, le statut qu'il croit au président Sassou? 2. Nous avons tous constaté que malgré les appels du collectif bien avant et même pendant, presque à la fin de la campagne présidentielle, au dialogue, à la signature, sinon à la conclusion d'un concordat politique, le terme est vôtre, nous avons constaté que le pouvoir est allé jusqu'au bout, mais cette fois-ci accompagné à la présidentielle par une partie de l'opposition radicale qui, par la suite, a tenté plus ou moins de contester, de prendre acte des résultats des élections. Nous voulons savoir, maintenant que tout semble dans la brouille, alors, quelle est la place actuelle du collectif par rapport et au pouvoir et à l'opposition congolaise dans sa globalité? Je vous remercie. Je vais essayer de donner une réponse liminaire, mais les autres me compléteront. Comment le collectif considère-t-il la situation dans laquelle se trouve le président Sassou après l'élection auquel nous n'avons pas participé? Bien. Vous voyez, il faut prendre au début. Cette élection, nous avons dit que l'élection était illégale. Pourquoi? Vous savez très bien, nous l'avons toujours dit et répété. La constitution du 20 janvier est très claire, 2002. Elle dit, le président de la République est élu pour 7 ans, il est rééligible une seule fois. Et l'article 185 alinéa 3 dit, cette disposition n'est pas révisable. C'est-à-dire, s'impose à tous. Donc, lorsque vous venez, vous avez fait 2 mandats, si les Congolais l'ont voulu, mais à la fin du 2e mandat, vous devez partir, il n'y a rien à faire, aucune disposition légale ne peut vous permettre de faire un autre. Le président Sassou s'est confronté à cette situation dans son désir d'avoir un 3e mandat. Comme l'article 185 n'est pas révisable à son alinéa 3, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a imaginé une formule. Il faut donc casser cette constitution, la démolir, pour supprimer, et cela. Mais dans la constitution elle-même, il n'est prévu aucune disposition pour l'abolir. Il est prévu simplement la révision. Et les domaines de révision sont prévus à l'article 86. C'est là la brouille que les Congolais ont eue avec le président français qui disait qu'il avait le droit de consulter son peuple. Oui, je vous répète ici, le président Sassou avait le droit de consulter le peuple, mais tel que prévu par l'article 86, mais pas ailleurs. Vous voyez, il avait le droit de consulter le peuple, mais pour une révision. Par exemple, comme il a bientôt 100 ans, il aurait pu dire, oui, le président de la République peut aller aux élections, même à 120 ans. Ça, il avait le droit de le faire. Mais dit 3e mandat, non, il n'avait pas le droit. Changer de constitution, il n'avait pas le droit. Donc, il a fait exactement comme un soldat qui sort de son camp, prend une arme, il vient au palais, se met à tirer sur un président et dit maintenant le pouvoir c'est moi. On appelle ça un coup d'État. Il y a plusieurs coups d'État. Vous avez le coup d'État militaire et ça c'est un coup d'État constitutionnel. Alors, mais en créant le vide constitutionnel dans le pays, il fallait bien quelque chose qui remplace. Et il a demandé à la Cour constitutionnelle s'il pouvait
changer de constitution, la Cour, illégalement, certainement sous la peur, a dit, vous pouvez consulter. Et il a changé, il a fait le référendum qui, pour répondre à la question, oui ou non, vous voulez qu'on change la constitution. Bon, selon lui, les Congolais ont dit, oui, vous pouvez changer. Mais nous savons qu'il n'y a que 5% des Congolais qui sont allés aux élections. Et parmi lesquels les non l'ont emporté. Donc, par conséquent, ils n'ont jamais dit oui au changement de la Constitution. Mais, malgré ça, ils promulguent le 6 novembre la fameuse Constitution, qui n'a jamais été ni discutée par l'Assemblée nationale, ni discutée par le peuple congolais, et ni votée par le peuple congolais. Cette Constitution n'est pas celle du peuple congolais, elle est celle du président Sassou, parce qu'aucun Congolais n'a été appelé à la voter. Alors, sur la base du vide légal, du vide constitutionnel, il convoque des élections présidentielles anticipées. Il n'a plus de constitution. Il est devenu un chef de l'État de fait. Mais il convoque les élections présidentielles anticipées. Mais vous savez très bien le résultat. 60% d'abstention. Parce qu'il y a eu quelques illusions pour les élections. Les Congolais sont partis en masse, n'ayant pas balayé encore leur tête de quelques illusions, malgré ce que nous avons expliqué, sont allés aux élections, 40% d'abstention. Mais sur les 60% qui ont voté, le président Sassou n'atteint pas 20%. Mais il a proclamé qu'il a été élu avec 60,19%. Et il a prêté serment. Vous voyez? Alors, quel statut on doit lui donner? Mais le patriote, le statut est très clair. Lorsque vous ne répondez pas aux conditions légales, lorsque vous ne répondez pas aux conditions de légitimité, qui êtes-vous? Vous êtes un acteur de fait. Nous savons que dans notre pays, il y a un président qui parle au nom du Congo. Mais il n'a pas obéi aux conditions légales et aux conditions de légitimité. Il est président de fait. C'est comme ça que nous prenons acte de lui. Il est là. C'est même la raison pour laquelle nous lui proposons qu'on discute. Après tout, c'est un Congolais. Donc voilà son statut. C'est bon que le patriote dise, ah oui, le collectif a dit ça, je crois que le patriote est d'accord. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Vous pouvez fouiller tous les livres de droit à travers le monde, vous arriverez à cette conclusion-là. Nous le ferons pas par haine, nous le ferons pas pour une position politique, mais uniquement sur le fait du droit. Uniquement sur le fait du droit. Alors, dans cette situation créée, quelle est la place du collectif? Vous savez, les élections anticipées, je disais très bien qu'on n'a pas nettoyé tous les savoirs de division. Il y en a qui sont allés aux élections, trahissant ici les positions que nous avons prises depuis le dialogue alternatif de Diata, et croyant maladroitement qu'ils auraient pu venir battre Denis Sassou Nguesso. Mais non, c'est un habitué de cette affaire-là. Il n'y a que la volonté populaire qui peut battre Denis Sassou Nguesso, mais pas dans une élection organisée par lui. Alors, ils sont partis, nous n'avons pas à répondre à leur place, nous pensons que ceux qui sont partis doivent tirer les leçons de leur participation aux élections. C'est à eux de tirer les leçons. Quelle est la place du collectif? Mais le collectif est peut-être aujourd'hui, si vous voulez, la marque indélébile de l'opposition. Il est le porteur du flambeau aujourd'hui de l'opposition congolaise et autour duquel l'opposition doit se reconstruire, se construire, se développer pour poser les réels problèmes de notre pays. C'est ce que nous faisons aujourd'hui pour que nous soyons compris par tous. Il n'y a pas d'illusion à se faire. Nous sommes dans une situation de fait, nous vivons l'illégalité et l'illégitimité. Bon, mais nous sommes des gens sages, nous sommes des démocrates, mais des vrais patriotes. Notre peuple ne veut plus de guerre. Notre peuple ne veut pas de l'état de siège. Pourquoi nous demandons que cet état soit levé? Notre peuple fait de l'harmonie, de la paix, de la concorde nationale qui ne peut venir que
lorsque nous tous, nous nous retrouverons sous l'arbre à palabre, c'est-à-dire dans un dialogue constructif, pour construire ensemble un compromis politique. Mais le compromis politique, c'est lequel? Nous avons en face de nous un président de fait. Et il est là. On va parler de donner un coup de pied, puisque le Congo était devenu un camp militaire. Comment un civil peut rentrer dans un camp militaire et donner un coup de pied à un général qui dirige un camp militaire? Il ne peut pas. Alors tenons compte qu'il est là. Mais qu'il vienne discuter avec nous pour entendre raison. Nous discutons et on dit, voilà le compromis politique. Alors, nous allons mettre bas toutes les conneries qui ont été faites depuis le dialogue de Sibiti, des Ivo et autres, et qui continuent de se faire aujourd'hui sur la gouvernance électorale. Nous allons convenir de mettre en place une nouvelle gouvernance électorale qui permettra aux Congolais de choisir librement ses dirigeants. Et nous allons partir aux échéances à venir. Vous voyez, nous ne sommes pas des putschistes. Pourtant, il y a un président qui m'a dit, allons aux échéances à venir. Mais sur la base d'une gouvernance électorale bien pensée. Mais avant ça, regardez ce qui se passe dans nos poules. Est-ce que vous croyez que nous sommes heureux? Nous sommes dans la salle. Il y a quelqu'un qui est heureux? Alors, on ne peut pas vivre dans un pays où il y a une partie du peuple qui est en train de souffrir. Ce dialogue aura aussi pour objectif de mettre fin, mais pacifiquement, pas aller avec des armes, parce que les armes tuent. À ce qui prévaut dans le pool. C'est une partie de notre chair qui est en train de souffrir, parce que nous sommes des Congolais. Alors, dans ce dialogue, nous allons régler ça. Dans ce dialogue, nous allons régler beaucoup de problèmes qui se posent dans notre pays. Nous avons dit que les valeurs morales n'ont jamais été aussi mises à mal que maintenant. L'addiction à l'argent. Tout le monde, mais au Congo, ne parle plus que d'argent. L'argent, l'argent. Pourquoi? Tout le monde parle de pauvreté. Quand on vous donne une ordonnance de 5 000, vous êtes obligé de faire au moins 10 maisons dans la vie pour réunir les 5 000 aller acheter le médicament. La pauvreté a gagné tout le monde. Nous sommes dans un pays de délation. Vous le savez, non? La rumeur est devenue... Je n'ai pas lu ça dans Dimi, dans le Patriote Dimi. J'aurais aimé lire que Mathias Zon a vendu sa maison au fils de Sassou. Vous n'avez pas vu ça, entendu ça? Ce genre de délation. C'est dans la délation qui existe parce que le pays est complètement foutu. Il faut reconstruire. Et seul le dialogue nous permettra d'avoir ça, signer un compromis politique. Et nous allons mettre en place les conditions de gestion de ce compromis politique-là. Bon, je ne vais pas aller plus loin sur ça. Il faut nous donner le temps de bien mûrir. C'est là le compromis qui permettra de reconstruire notre pays. Et c'est comme ça que le président se trouvera la possibilité de sortir par la bonne porte. En dehors de ça, il n'a aucune porte. Mais regardez, ce matin, j'étais en train de suivre RFI. Vous avez entendu, non? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Vous voyez? C'est une catastrophe. Tout à l'heure, on a dit que notre dette a explosé de 54%. Mais en fait, nous avons pris le chiffre officiel. Mais le chiffre réel qui ressort de la Banque mondiale du Fonds monétaire, c'est 79%. Eh oui, alors que nous sortons d'un accord avec le Fonds monétaire pour le PPTE, qui nous imposait d'avoir une dette supportable de 25%. Comment on est passé de 25 à 79 en un rien de temps? Alors vous, les journalistes, posez cette question, le patriote. Comment on a fait pour en arriver là? Dans un pays qui s'appauvrit au jour le jour. Donc voilà, enfin, je vais m'arrêter là parce qu'il faut que les autres aussi complètent. Messieurs les journalistes, chers amis, camarades militants, moi je prends la parole simplement pour insister sur la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. C'est effectivement une situation grave, très grave, aujourd'hui. Parce que pour la première fois dans l'histoire du Congo, je risque pas de me tromper, c'est pour la première fois qu'une constitution est pratiquement imposée aux Congolais. C'est-à-dire qu'ils ont la première loi qui va les gérer pendant 5 ans. Peut-être même puisqu'ils ont pris une marge même de 15 ans, parce que c'est renouvelable 2 fois.
Pour la première fois, voilà une constitution qui va s'appliquer sur un peuple qui ne l'a pas voté. Les Congolais, disons-le entre nous, pourquoi nous nous mentons à nous-mêmes? Cette constitution n'a pas été votée par les Congolais. Nous le savons tous. Et pas seulement nous, à l'extérieur du Congo, tout le monde sait que cette constitution n'a pas été votée par les Congolais. C'est quand même grave. Et pourtant, on est passé par le parti unique il y a quelques années. Bon, il ne manquait pas de problèmes en ce moment, mais là, c'est encore beaucoup plus grave que d'être régi par une constitution qui n'a pas été adoptée par l'écrasante ou par la majorité des Congolais. De ce fait, déjà, c'est grave. Une autre chose, pour la première fois dans l'histoire du Congo, on a un chef d'État qui n'a pas été élu par les Congolais. Je crois, pour la première fois, à l'époque du parti unique, bon, le jeu était clair. Quand le comité central du PCT choisissait son président, la Constitution disait qu'automatiquement, il devenait le président de la République. Mais depuis la conférence nationale, on dit non, nous allons en démocratie pluraliste. Désormais, ce sont les Congolais qui choisissent leur président. Mais ici, pour la première fois, nous n'avons pas choisi notre président. Et pourtant, il est là, en train de parler au nom des Congolais, de prendre des décisions. Il a nommé un Premier ministre, il a mis en place un gouvernement qui gère aujourd'hui le pays et qui s'impose à nous. En droit, ça s'appelle président de fait. Bon, est-ce que tout le monde comprend? Mais de fait, ça dit qu'il est là un peu bien malgré nous. Il s'impose à nous. Président de fait. L'opposé, c'est de jurer, on dit, non? Président de jurer, c'est lorsque c'est légal, ça a été voté. C'est quand même deux situations graves. Regardez ailleurs, je crois que nous suivons tous ce qui se passe depuis un moment au Brésil. Je ne sais pas s'ils ont fini. Pas encore. Ce qui se passe au Venezuela, le peuple qui se met dehors et qui demande que ces gens partent parce qu'ils n'ont pas respecté les textes. Parce qu'ils ont posé certains actes en cachette. Et nous nous sommes mis debout, nous devons l'avouer, d'une part pour empêcher que Sassou ne change la Constitution. Malgré notre mobilisation, il l'a fait. Nous avons voulu que désormais nous fassions des élections sur la base d'une nouvelle gouvernance électorale, donc un nouveau système électoral. Il a refusé. Et il vient d'être élu, entre guillemets, avec le même système électoral. Ce n'est pas parce qu'on aura fait un bulletin unique avec une commission qui a changé de nom pour dire que le système électoral a changé de nom, c'est le même système électoral. C'est donc déjà là en soi une situation grave, une constitution imposée, un président de la République imposé. C'est grave dans l'histoire pour les historiens qui écriront ça. Et il faut que les Congolais, les militants, les jeunes, les femmes, tout le monde, y compris notre presse, doit le comprendre. On ne peut pas nous démontrer le contraire. Et lorsqu'en plus de cela, non seulement on est là illégalement, nous avons la situation que nous venons décrire dans notre exposé tout à l'heure. Nous ne croyons pas. On nous a annoncé qu'il y aura désormais la rupture. Vous y croyez? Des gens qui se sont comportés comme ils se sont comportés jusqu'à maintenant pendant plus de 30 ans, on peut venir nous insulter en nous parlant de rupture. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de corruption. Est-ce qu'on va nous ristourner? Est-ce qu'on va nous donner toutes les richesses qu'ils ont accumulées? Ça va être remis maintenant que le trésor public se vide. Peut-être que c'est le moment qu'ils aient le courage de dire, nous avions pris, il vaut mieux qu'on rende dans la caisse de l'État pour qu'on règle le problème des Congolais. Mais non, il faut craindre que, malgré le fait que le baril aujourd'hui soit à 40, 45, 43, 45, donc une baisse énorme, eh bien, ils vont continuer à faire la même chose. Même dans le peu qui va rentrer là, ils vont continuer à piocher. Ça ne change pas. Donc c'est une situation grave. On aurait bien aimé constater, et c'est ce que nous proposons, que devant une telle situation aussi grave,
une telle, j'allais dire banditisme, mais il ne faut pas qu'on dise que j'insulte. En démocratie, on n'insulte pas. Mais on dit les faits tels qu'on les vit. Nous nous posons la question de savoir quelle va être l'attitude du président de fait. Va-t-il gonfler les muscles en disant c'est moi et rien que moi, seule ma volonté compte? Ou va-t-il se dire au fond de lui-même, parce que c'est un être humain comme tout le monde, va se dire, mais enfin quand même, quand il dort la nuit, il se dit, mais en réalité, je n'ai pas été élu par les Congolais. Alors il vaut mieux peut-être que j'adopte une attitude de souplesse, d'humilité, de modestie et de rentrer en discussion avec toutes les forces vives de mon pays pour qu'on regarde l'avenir du pays ensemble. C'est ce que nous proposons aujourd'hui, lorsque nous parlons. Et là aussi, ce n'est pas... Nous le faisons depuis 3 ans, je crois, depuis 2012, quand nous parlions des États généraux de la nation. C'est parce que nous avions déjà, depuis ce moment-là, pris conscience de la gravité de la situation. Nous sommes battus pendant 3 ans pour que ça change, et ça n'a pas changé. Nous sommes là où nous sommes. Alors le collectif, oui, le collectif, messieurs de la presse, nous avons eu raison de ne pas aller à cette élection illégale, parce que nous savions d'avance, l'expérience que nous avons de notre pays, de l'homme que nous avons à la tête du pays, nous montrait clairement qu'il n'en serait pas autrement. Tout de même, franchement, pensez-vous que le président Sassou Nguesso, qui aura défié la France, qui aura défié les États-Unis, aura défié l'Union européenne, qui lui a dit « ne change pas de constitution ». Parce que c'est ça la vérité. Il ne faut pas que tu recommences, tu as déjà 2 mandats, applique ta constitution. On lui a dit. Obama n'a jamais été aussi clair que ça dans tous ses discours. En Éthiopie, je crois qu'il l'a fait. Donc il aura défié toutes ces puissances. Il nous a défié toute l'opposition congolaise qui lui a dit changeons de système électoral. Il garde la même chose, ne change pas de constitution, il le fait quand même. Et il va préférer des élections pour que déclarer les quelques candidats de l'opposition qui sont proposés, c'est vous qui êtes élu, ou alors je suis premier ou deuxième, on va au 2e tour. Vous pensiez que le président Sassou aurait pu faire une telle chose? C'est quand même curieux, ça. Mais nous l'avions compris, que ce serait ce qu'on a obtenu là. Donc il faut reconnaître que le collectif de partis de l'opposition, signataire de la déclaration du 17 août 2012, a eu parfaitement raison. Et le président a raison de dire que nous sommes désormais le centre de l'opposition. C'est le noyau dur de l'opposition congolaise. Nous sommes restés conséquents avec nous-mêmes. Et la nouvelle opposition doit se construire. Nous devons recomposer l'opposition congolaise au centre avec le collectif. Il n'y a rien à faire. C'est ça la vérité. Nous avons raison. Et c'est pourquoi, fortement, nous faisons cette proposition. Nous tendons la main, malgré ce que nous savons de ce qu'il a fait comme acte grave, au président Denis Sassou Nguesso. Asseyons-nous. Arrangeons ensemble les problèmes du pays. Il n'y a rien d'autre, c'est ce que nous proposons. Voilà ce que je voulais dire. En réalité, quand il pose sa question, c'est un peu la question qu'on pose aux 10 candidats malheureux. Est-ce que vous reconnaissez la victoire du président Sassou? Mais il ne pouvait pas nous dire ça comme ça, alors il a trouvé l'enveloppe nécessaire pour que nous puissions répondre à cette question qui a habité sa tête, mais je me demande si cette question n'a pas habité parce que d'autres aussi lui ont suggéré ça. Je ne parle pas de la direction du Patriote, je parle de d'autres qui souhaitaient que le collectif puisse dire est-ce que nous reconnaissons ou pas le président Sassou. Mes camarades Mathias et Christophe ont brillamment répondu à la question. C'est un problème de bon sens, donc de logique, mais c'est aussi un problème d'honnêteté. Un président, quand il n'a pas organisé son élection, on dit qu'il doit remettre le pouvoir au président démocratiquement élu. Donc même quand il a dépassé la période électorale où il devrait être élu, il est là, et parce qu'il est là, il est de fait.
le président Sassou aurait pu ne pas organiser son élection là. Et s'il était arrivé à la fin de son mandat sans organiser l'élection, il serait président de fait. Un président est démocratiquement élu quand, évidemment, il procède d'une élection démocratique qu'il a fait élire. Quand il est élu par coup d'État, il est de fait président. Que ce coup d'État soit électoral, qu'il soit constitutionnel, qu'il soit militaire, il est de fait président. Qu'est-ce qu'on fait devant les présidents de fait? C'est exactement la même chose qu'on fait lorsque le soleil se lève ce matin. Le soleil est là. On peut ne pas l'aimer, il est là. Alors, est-ce qu'on doit chercher à se couvrir de ce soleil et d'éviter qu'on ne soit brûlé? Oui, bien sûr. Et c'est ce que le collectif veut faire, parce que cette situation n'est pas normale, elle n'est pas acceptable, elle n'est pas démocratique, elle ne doit pas se pérenniser, il faut qu'elle change. C'est notre rôle de faire, avec d'autres forces de ce pays, que cette situation change. Mais je crois aussi que c'est l'intérêt du président, de fait, de faire que cette situation change. Vous savez, le président Fulbert Yulu, premier président du Congo, un petit pays, quand il va aux États-Unis, il est reçu à la descente d'avion par le président Kennedy. Ça montre le respect des États-Unis vis-à-vis du petit Congo, qui était même appelé quelque temps avant le moyen Congo. Est-ce que M. Dimi peut me dire aujourd'hui si nous avons la même appréciation internationale aujourd'hui? Et pourtant, on a vu il y a quelque temps, dans les années 90, le président s'assoit à la Maison-Blanche. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est l'homme qui a changé? Ou c'est les comportements qui ne sont pas acceptables par la communauté mondiale et humaine d'aujourd'hui? Et quand ça c'est mauvais, on ne peut pas persister à dire « je continue contre vents et marées, le ciel ne tombera pas ». Et il peut tomber le ciel. Donc, il est du devoir du président de donner une bonne opinion du Congo. Vous avez vu, M. Dimi, à la prestation de serment, l'Afrique a 54 États. Combien de chefs d'État étaient présents? Il y avait 7 chefs d'État. Et vous pensez que pour le rayonnement du Congo, c'est la preuve que nous sommes aimés de nos frères africains? Les grands pays du monde, je crois que la Chine a envoyé un directeur du logement. La Russie a envoyé le vice-ministre de l'énergie. Vous pensez que c'est assez pour la reconnaissance du Congo? Alors il faut arrêter ça. Parce que on vous respecte, Dimi, ça veut dire qu'on vous reconnaît comme quelqu'un de respectable. Mais c'est les autres qui le font. Mais si vous créez les conditions pour que vous ne soyez pas respectable, évidemment, vous salissez votre propre image. Mais dans le cas de M. Dimi, chef de famille, ce n'est pas pareil que dans le cas de M. Dimi, président, par exemple. Là, votre attitude, votre comportement doivent tenir compte du fait que vous représentez un pays entier. Et par vos actes, vous pouvez faire que votre pays rayonne ou soit discrédité. C'est pour ça qu'il est important qu'on se dise le hold-up constitutionnel, parce que Mathias l'a décrit tout à l'heure, c'est un hold-up. Ça ne peut pas continuer. Nous ne sommes pas au Texas avec des cow-boys qui font un hold-up. Il faut arrêter ça. Mais le hold-up électoral aussi. Si l'objectif, c'est se dire « je veux éviter des problèmes », alors il faut qu'on s'asseye pour dire « on règle les problèmes ». Si l'objectif, c'est de dire « je veux être élu », on va en compétition, on l'organise normalement cette compétition. Mais si on échoue, on laisse les autres faire. Mais on ne peut pas s'accrocher comme ça, parce que c'est malheureusement très très mauvais pour le pays. Vous savez, nous qui avons quelques amis à l'extérieur, ils nous disent « mais votre pays là aussi, comment vous pouvez vous comporter comme ça? Vous êtes des pires sauvages. » Et quand c'est dit par nos frères ouest-africains, moi ça me gêne beaucoup.
Que ce soit dit par les Occidentaux, je comprends, mais quand je reçois des leçons des Béninois et autres, et pourtant c'est vrai. Mais pourquoi c'est vrai? C'est parce que notre propre pratique n'est pas bonne. Alors ce n'est pas la peine de dire on va faire la rupture lorsque soi-même on vient de commettre un acte aussi inacceptable que celui-là. Comment peut-elle s'opérer cette rupture? Ça veut dire qu'on ne changera plus de constitution? On ne volera plus les élections? On ne s'imposera plus par coup d'État? Pour prouver ça, il faut dire oui, j'ai fait tout ça, c'est des grandes fautes, je me retire. Si c'est fait comme ça, on peut penser à la rupture. Si ce n'est pas fait, c'est un mensonge de plus. Alors, je ne rentre pas dans ce que mes camarades ont déjà dit, qui a été si bien dit. Vous avez posé la question de notre rapport au pouvoir. On l'a dit. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut absolument que les Congolais s'asseyent et qu'on mette en place les conditions d'un Congo nouveau dans le cadre d'un compromis que nous avons proposé. C'est la seule solution. En réalité, même les grands pays qui boudent le Congo aujourd'hui disent « asseyez-vous, réglez vos problèmes et nous vous appuierons ». Mais si on ne le fait pas, on aura ce qu'on vient de vivre là. Vous avez entendu ce qui s'est passé, y compris ces jours-ci, à Brazzaville. C'est honteux. Le Congo marxiste-léniniste de 1963 n'était pas rejeté comme ça. Celui du CNR n'était pas rejeté comme ça. Celui du coup d'État militaire, du comité militaire n'était pas rejeté comme ça. Jamais ce pays n'a été aussi isolé et rejeté que maintenant. Pourquoi? Parce que les gens se disent, ils ont voulu faire du Congo leur affaire personnelle. Ils se disent, on est là, on est installé, on ne part plus. Mais de quel droit? De quel droit on peut dire, moi je suis là, je ne pars plus? Même une propriété familiale, on ne dit pas comme ça aux autres membres de la famille, a fortiori un pays entier. Alors donc il faut arrêter ça. Nous voulons donc qu'on s'asseye, parce que nous pensons que c'est la seule voie du salut. Il n'y aura pas de salut, ni sur le plan politique, et d'ailleurs on a une guerre là, ni sur le plan diplomatique, ni sur le plan économique, s'il n'y a pas la preuve que les Congolais se sont retrouvés et ils ont pensé ensemble leur avenir. C'est pour ça que nous insistons. Alors, on l'a dit depuis 2012, on n'a pas été suivi, mais simplement parce que les gens espéraient qu'ils pouvaient faire, et puis les gens allaient laisser faire. Mais ils se rendent bien compte que les gens ne laissent pas faire, y compris dans le monde, dans le grand monde, dans ce qu'on appelle la communauté internationale. Les gens ne laissent pas faire. Et ils ne laisseront pas faire, je peux vous le dire, je peux vous le garantir, ils ne laisseront pas faire. Donc si on ne veut pas aggraver notre situation, asseyons-nous et disons, voilà, on a déconné, on arrête ça, on se projette un avenir et voilà comment on fait pour que le Congo demain rebondisse. Notre relation aux autres opposants, M. Dimi sait qu'il y a eu des opposants d'accompagnement qui sont allés à l'élection présidentielle pour accompagner et pour faire valider la Constitution. Et il y a peut-être quelques naïfs qui ont cru qu'ils pouvaient, par un mystère, je ne sais pas lequel, gagner cette élection alors que les dés étaient piffés. Bon, l'erreur est humaine, à ceux-là je ne dis rien. Mais notre but, l'intérêt que nous accordons à cette rencontre, c'est de dire haut et fort et de porter à la connaissance et des journalistes, de nos militants, du peuple congolais, que nous sommes contre les violences, nous sommes contre l'arbitraire, nous sommes contre le désordre. Nous voulons la paix et la sécurité pour tous les Congolais. Malgré tout ce qui s'est passé, il ne sert à rien de se cantonner dans des replis. L'intérêt de la nation nous commande de nous parler. Et nous parler, pourquoi faire? Mais c'est pour trouver des solutions. Mais nous savons que chacun de nous a ses positions de fond qui ne souhaite pas abandonner totalement. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que c'est le compromis politique qu'il faut construire. Mais on ne construit pas le compromis politique tout seul. Il faut deux partis. Et aujourd'hui, les deux partis les plus en vue, c'est l'opposition, c'est le pouvoir. Et c'est la seule chance pour notre pays d'arrêter ce qui se passe aujourd'hui.
d'arrêter l'arbitraire, d'arrêter les violences, d'arrêter même la pauvreté. Et regardez, sur le plan diplomatique, tout à l'heure, ces gens qui parlaient de l'isolement qui s'élargit. Mais quand j'ai écouté RFI ce matin, j'étais très malheureux de voir que notre pays est arrivé à des méthodes que personne n'apprécie. Simplement demander le départ d'une ambassadrice parce qu'elle a pris des positions conformément aux positions de son propre pays, de son union. C'est quoi? C'est malheureux. Arrêtez la misère, vous avez vu, nous avons dit la dette explose. 79%. Aujourd'hui, en 2016, la dette congolaise a atteint, en arrondi, 10 milliards de dollars. Et oui, 10 milliards de dollars. C'est beaucoup. Le pétrole a complètement baissé. Mais, comment on va faire pour payer les salaires? Comment on va faire pour payer les pensions? Comment on va faire pour faire fonctionner nos structures sanitaires? Comment on va faire pour faire fonctionner les écoles? Faire passer les examens à nos enfants? Tout ça demande de l'argent. C'est une crise qui s'installe. Il faut que les Congolais se parlent pour arrêter les dégâts. C'est la raison pour laquelle nous, en toute responsabilité, nous proposons un dialogue, que le président de la République doit organiser un dialogue. Mais je peux vous dire, nous avons écrit. Nous avons écrit au président de la République pour lui dire la seule voie, c'est le dialogue. Alors il faut, monsieur le président, malgré le fait que nous disons, c'est un président de fait, mais il a la tête de l'État. On dit, convoquer le dialogue pour que nous nous parlions, qu'on trouve des solutions idoines. Pour qu'ensemble, nous puissions préparer l'avenir de notre pays.